vous laisser partir en week-end sur Europe 1 sans vous proposer votre dose d'humour et de rire de la journée. Je parle évidemment de Laurent Ruquier. Bonjour très cher Laurent. On va se gêner, bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Aujourd'hui au programme, Isabelle Motro, Philippe Gueluc, Philippe Alfonsi, Jérémy Michalak, Titoff et Fabrice Eboué. Bon, Philippe Alfonsi, je suis désolé, mais alors le nombre de mails qu'on a reçus à propos d'Yvan Colonna, je vous rassure, autant de mails qui disent que c'est la première et certainement la dernière fois que cet auditeur, par exemple, donne un avis à Europe 1, mais il a été vraiment choqué par le discours de Philippe Alfonsi à propos de l'affaire Colonna. Ce qu'il dit est condamnable au sens propre. Ce monsieur est devenu aussi crédible pour moi que Stevie en critique littéraire. Ah, voilà. Chouette. Et on peut rappeler en deux mots ce qu'il avait dit. Ah bah si, Philippe des... pense que Monsieur Colonna est innocent. Ouais. Moi, j'ai défendu la thèse inverse sur cette antenne. Et alors moi aussi, évidemment. Je crois qu'il y a un mail de Jean-Marie Bigard qui dit qu'il est d'accord avec... Monsieur Ruquier, qu'espérez-vous? Vous penchez de plus en plus à droite, me dit par exemple Natacha. Vous défendez l'indéfendable. Monsieur Alfonsi a totalement raison pour l'affaire Colonna. On croit rêver. Et toute votre équipe qui n'a dit mot. Ah bravo, dit Natacha, qui vous soutient, elle, voilà. Mais qui en revanche n'est pas contente que j'ai défendu, non pas le président Sarkozy, mais que j'ai tenu à préciser qu'avant, rappelons les faits, qu'avant que monsieur Sarkozy, effectivement, bafoue, ça c'est certain, la présomption d'innocence, il n'en demeure pas moins qu'il y avait quand même eu deux, et c'est ce que je tenais moi à rappeler, deux soi-disant complices, en tout cas complices d'Yvan Colonna, qui avaient d'abord donné le nom d'Yvan Colonna comme étant le tireur et l'assassin du préfet Erignac. On prenait en compte tous les aveux extorqués par les gendarmes dans des situations comme celle-là, putain, qu'est-ce qu'il y aurait comme gens coupables sur la terre? Il n'y a pas l'ombre d'une preuve tangible. Ça y est, reparti. C'est tout. Non, mais j'ai eu peur quand vous m'avez dit Alfonsi, Yvan Colonna, j'ai dit il vend personne, lui. C'est pas l'habitude au pays, n'est-ce pas, Philippe? Vous savez, moi je suis normand, alors moi je dis, oui. moi vous savez, quand on me dit est-ce que Colonna est coupable, qu'est-ce que répond un normand? Peut-être banquet, peut-être banquet. Voilà, c'est ça la réponse. Exactement. Oui, mais la justice peut pas. Vous voyez, le juge avec son marteau, il peut pas non plus dire. Et moi je suis Marseillais, oui. et je n'ai rien à foutre, quoi. moi je suis Camerounais, je dis oui, monsieur. Moi je suis belge et je dis ça c'est pas nos oignons. Hein. Céline, Bernard vont devoir répondre à une question qui sera tout autre que une question liée au procès Colonna. Heureusement. Bonjour Céline. Bonjour à tous. Vous habitez Dirac, en Charente. À côté d'Angoulême. Dirac, D-I-R-A-C. Tout à fait. C'est un petit village, c'est quoi? Oui, c'est un petit village. Il y a combien d'habitants à Dirac? 2500 à peu près. Oh, très bien, vous connaissez tout le monde. Bien sûr. Alors allez-y, donnez-moi les noms des habitants de Dirac. Ça risquerait d'être un peu long. Voilà. Ah, il y a du monde autour de vous, j'entends. Ah bah mon mari est là pour me coacher, Ah évidemment. bah tout le village s'est réuni alors. Voilà. Bernard mettra un peu plus de temps s'il devait nous donner le nom de tous les habitants de Rennes, puisque c'est de Rennes qu'il nous appelle. Bonjour Bernard. Bonjour Bernard, bonjour à vous tous. Ah, vous dites vous-même bonjour, voilà. Oui, bonjour Titoff. Bonjour Philippe. Salut Jérémy. Un peu de respect pour Monsieur Alphonse, hein. Ça y est. Ah, vous êtes d'accord avec Philippe Alfonsi, vous Bernard? Oui, c'est un breton, il est indépendantiste, lui aussi. Ah oui, c'est ça. Tandis qu'à Dirac, on ne réclame pas l'autonomie de la Charente, n'est-ce pas Céline? Non. Bon. Pas vraiment. Un petit message à faire passer, Céline? J'embrasse toute ma famille et puis plus particulièrement mon petit bébé qui a aujourd'hui 10 jours. Mais voilà, Christine Bravo n'est pas là pour vous offrir un body, hélas. Quel dommage. Que faites-vous dans la vie, Céline? Je suis professeur des écoles. Professeur des écoles, Donc parfait. actuellement en congé, forcément. Et vous affronterez Bernard qui, lui, est? Moi j'ai une petite boutique artisanale et j'imprime des t-shirts. Quel genre de... Parce que c'est amusant ça d'imprimer des t-shirts à la demande. Independenza, vivu pronto. Non, c'est tout, c'est un peu, vous voyez, un peu comme les t-shirts que Vandel portait quand il était un peu plus jeune sur le canal. C'est pas le meilleur exemple que vous prenez. J'ai une histoire de t-shirt. Allez-y. Vrai. Vous savez, il y a des t-shirts, il y a eu des t-shirts avec le chat. C'est pas du tout commercial. C'est un ami prof de gym qui me demande si pour sa fille, qui est aussi prof de gym, je peux lui faire des t-shirts, c'est pour récolter des sous pour l'école, pour que les enfants puissent partir. Et je fais un dessin que je trouve amusant. C'est du chat qui, avec deux bulles, deux phylactères, donc qu'on doit mettre sur le t-shirt, et j'écris le texte à l'envers dans les bulles. Et le chat dit, voici le premier t-shirt qu'on peut lire dans un miroir. Ouais. Et donc, il y a quand on le porte normalement, on est devant la glace et on lit le texte à l'endroit dans le miroir. Et évidemment, si vous le portez, c'est à l'envers, ça veut rien dire.
Et le mec très fier m'apporte quelques semaines plus tard les t-shirts pour me donner un exemplaire d'auteur. Et il dit regarde, ils sont bien imprimés, mais ils avaient mis le dessin dans le dos. Ça se passe en Belgique, ça. Ah oui, c'est couillon. Attention, voici la question, Céline et Bernard. La première question challenge du jour. Au lendemain des élections européennes du 7 juin prochain, puisque c'est le 7 juin prochain, les élections européennes, qui risque d'être le nouveau président provisoire de cette Assemblée en attendant l'élection du prochain président du Parlement européen? Jean-Marie Le Pen. Et ça me fait grand plaisir parce que le 7 juin, c'est mon anniversaire en plus. Ah non, c'est bien. Pourquoi expliquer, Jean-Marie Le Pen? C'est tournant, non? C'est tournant, j'avais lu ça. Parce que c'est le plus vieux. Parce que ce sera sûrement le doyen du Parlement européen. Bonne réponse. Bonne réponse, certes, mais Réponse quelle mauvaise exacte. nouvelle. Vous ne le saviez pas, Céline? Ah, pas du tout, non, puis alors vous avez été très rapide. Hein. Bernard? Non, merci monsieur Bouet. En effet, Jean-Marie Le Pen a quasi 81 ans. Il est né le 20 juin 1928. Il conduira, vous le savez, la liste de son parti dans la région du Grand Sud-Est et il a de fortes chances d'être donc le doyen du Parlement européen. Ce serait pas la première fois d'ailleurs qu'il y ait un représentant du Front National qui soit le doyen du Parlement européen de Strasbourg, parce que Claude Autant-Lara, le célèbre réalisateur de cinéma, en 1989, avait lui 88 ans. Il était déjà élu FN et il avait fait un discours en tant que doyen le premier jour de la réunion du Parlement européen au lendemain des élections. Mais comme il avait eu des propos qui étaient quand même limites, là on a décidé, non mais ils ont changé le règlement. On a décidé de mettre Le Pen, on est sûr qu'il n'y aura pas de Il y a plus dérapage. de discours. Non, c'est pas ça, qu'il n'y a plus de discours. Ah ouais. C'est-à-dire que Le Pen sera effectivement le temps de la première séance, le temps qu'on élise le président du groupe parlementaire européen. Ah, l'intérim dure une journée? Ah bah oui, parce que après on élit un vrai président du Parlement. Attends, s'il annule pas le vote, parce que peut-être qu'il va rester, tu vois, il va dire le vote est interdit maintenant, et voilà. Ce qui me surprend, c'est qu'il n'est pas plus âgé dans un autre pays européen que 81 ans. Il faut peut-être lancer un appel aux autres pays pour pas que Le 81 Pen ans, soit c'est président. Mais ils peuvent pas faire vieillir un type plus vite que la musique non plus. C'est vrai, mais ils peuvent trouver quelqu'un de vieux à mettre en tête de liste. Le pape. Ah non, parce que si on met le pape, après, peut-être que Monseigneur Williamson va devenir pape pendant le temps que l'autre est président du truc, donc c'est pas bien non plus. Bon, en tout cas, c'est perdu, Céline et Bernard. Tant pis. Oui. Ah bah oui, ça je suis triste pour vous et on est triste aussi pour le Parlement européen de Strasbourg. C'est clair. Mais c'est comme ça, Le Pen sera peut-être président d'un jour du prochain Parlement européen. Au revoir Céline. Au revoir à tous. Ouais, ça a été court mais ça a été bon. Oh, ben exactement. Et vous aussi Bernard. Oui, au revoir, merci pour vos émissions. Et vous pourrez imprimer un t-shirt, j'ai perdu au challenge, on va se gêner. Ouais. Et vous pourrez tenter votre chance à nouveau sur ruquier@europe1.fr. Europe 1, La question tirée par les cheveux. spécial Laurent Ruquier. Attention, pour le mois de mai prochain, vous savez qu'on aura le droit à un nouveau concours Eurovision, comme chaque année, que super. différents pays, évidemment, envoient un représentant. Et la Géorgie ne fait pas vraiment plaisir aux Russes, parce que la Géorgie envoie un artiste qui chantera. Poutine. Comment vous savez ça? Ben je sais, Comment parce ça, que Poutine je m'intéresse beaucoup à tout ce qui se passe en Géorgie, tout ça. Alors L'actualité. alors expliquez. C'est un jeu de mots. En effet, les Géorgiens ont décidé d'envoyer un artiste qui chantera une chanson intitulée We Don't Want Putin. Et les Russes sont très en colère parce qu'évidemment, c'est un jeu de mots, We Don't Want Putin. Une chanson qui insulte évidemment le Premier ministre, puisque c'est maintenant Medvedev qui est le président russe, mais Poutine est toujours là en tant que Premier ministre, qui insulte donc le dirigeant russe. Nous ne voulons pas de Poutine, We Don't Want Putin. C'est plutôt rigolo. Je ne sais pas si les Géorgiens gagneront avec ça, mais en tout cas, ils mettent en colère toute la Russie pour le prochain concours Eurovision. Excellente réponse de Titoff. Merci. Non, mais il faut dire que... Vous pouvez me la chanter? Non, c'est ridicule, mais de temps en temps, il y a la télé russe qui tourne chez moi. Ah mais oui, c'est vrai. Oui, donc, J'avais oublié c'était que... un peu- Non, il faut expliquer que la compagne de Titoff est russe. Mais tu comprends le russe alors? Non, mais là, quand j'ai vu la Géorgie, tu vois, c'est des infos pas très difficiles à comprendre. Vous connaissez sûrement cette histoire du couple qui va aller prendre des cours de chinois. Non. Et un truc, il veut prendre des cours de chinois. Alors le type, les professeurs de chinois sont toujours très touchés, très émus que des gens veuillent apprendre cette langue si difficile. Et puis il demande, voilà.
voilà, vous allez faire un voyage en Chine. Non, pas du tout. Mais quoi, vous vous intéressez à la culture chinoise? Non, pas du tout. Mais vous avez non. Mais alors pourquoi vous voulez apprendre le chinois? Mais il dit, c'est parce que on va adopter un petit bébé qui vient de Chine et on voudrait comprendre ce qu'il dit quand il va commencer à parler. C'est des vieilles. Alors ça tombe bien parce que la prochaine question était chinoise. Un jeune garçon a provoqué la stupéfaction des médecins et avant tout de ses garçons en question. Le papa a conduit son fils à l'hôpital. Il était très inquiet. Très inquiet. Pourquoi? Qu'a-t-il remarqué de particulier et d'étonnant chez son jeune garçon? Il a des origines normandes. Non. Parce que son nom, c'est non ou oui. Non. Peut-être bac non, peut-être bac oui. Non Est-ce que c'est quelque chose qui s'est déclaré brutalement? Alors c'est quelque chose qui n'est pas si embarrassant que ça, hein, il faut le dire. C'est même plutôt, c'est étonnant parce que c'est un don de la nature. Il a un sexe énorme. Ah non. Pour un Chinois, Quel âge il a le petit? Il a un sexe normal et pour les Chinois, c'est extraordinaire. C'est un truc qui est apparu subitement. C'est un quand don de même. la nature. Il a des ailes comme Ricky? Non, il n'a pas d'ailes comme Ricky. Il a des yeux débridés. Non, Nong Yu Hui a vraiment étonné son papa et ensuite les médecins qui... Et quel âge a-t-il? Alors écoutez, je sais pas vraiment son Non, âge. Il a une voix extraordinaire. S'il a 8 mois et qu'il récite les fables de La Fontaine en ouzbek, par exemple, il peut étonner son papa. Non, je peux vous dire qu'il a l'âge de lire, en tout cas. Donc de c'est Amanda quelque chose Lear. Et tu dis que d'après Il toi, est ce déjà très vieux, ce serait un don de la nature? Oui. C'est lié à. Il a 2 la anus? C'est lié à la Mais non, lecture. Ça, à ce serait un don de la Fabrice, nature, alors. Tu les lié utilises à à la- différents usages. Voilà, exactement. C'est comme les gens qui ont un gant de toilette clair pour le visage et foncé pour le dessous. Tu peux faire le tri sélectif. Oui, c'est très écologique, quoi. Oh, j'ai lu une brève de comptoir formidable il y a pas longtemps. Un type au bistrot qui dit simplement l'arrêt des fesses. C'est simple. Et pourtant, ça marche. Alors, c'est lié à la lecture, pas spécialement, mais il se trouve que c'est un jour où il lisait qu'on s'en est aperçu. Il lit très très vite. Non, Il a l'accent marseillais. non. Oui, c'est un don de la nature. Merci. Merci Isabelle. Il lit des langues qu'il ne connaît pas. Non. Il a une mémoire terrible. Mais on aurait pu s'apercevoir autrement que quand il lisait. Mais il se trouve que c'est quand il lisait qu'on s'en est aperçu. Donc c'est lié à ses yeux. Il y a un truc avec ses yeux en particulier. C'est lié à ses yeux. Il a les yeux, il a les yeux mobiles en fait. Non. Il est ambidextre des yeux. Il peut lire la page gauche de l'œil gauche et la page droite de l'œil droit. Non. Il arrive à voir à travers les vêtements avec ses yeux. Non. Il arrive à s'enlever les yeux. Non. Les sortir puis les remettre. Mais ça va. Est-ce que ça donc ça n'a pas trait à la lecture, Mais aux yeux. Mais On aux s'en yeux. aperçoit quand il Ah, lit. c'est la couleur des yeux. est-ce qu'on aurait pu s'en apercevoir dans une autre circonstance? Oui, bien sûr. Il aurait regardé quelque chose et il aurait dit tabarouillon. Voilà. Mais là, il se trouve qu'il lisait, on s'en est aperçu encore plus. C'est étonnant parce que c'est un Chinois ou ça aurait pu être sur n'importe qui? Ah, ça aurait pu être sur n'importe qui. C'est vraiment, moi, je n'avais jamais lu ça de qui que ce C'est soit. un cyclope. Ils viennent de découvrir qu'il avait un 3e œil sur le front. Non. Il voit même en fermant les yeux. Non. Ah, il voit la nuit. Il voit dans le noir. Il est Il nyctalope. voit dans le noir. Il est Bonne nyctalope. réponse de Jérémy Michalak. Nyctalope. Le père de Nong Yu Hui a conduit son fils à l'hôpital après s'être inquiété des yeux bleus très brillants de son fils. Les médecins lui ont dit alors qu'en grandissant, les yeux du jeune garçon deviendraient noirs comme la plupart des Chinois. Mais après différents examens médicaux, eh bien, on s'est aperçu que Nong Yu Hui était capable de lire dans le noir comme s'il était en plein jour. Terrible. Il serait né avec une maladie qui s'appellerait la leucodermie, qui donne moins de pigments à ses yeux et les a rendus plus sensibles à la lumière. Mais en Comme les revanche, chats. on n'explique pas ce don qui lui permet de voir sans lumière. Ce qui est quand même formidable. Sa femme est pas trop pudique, quoi. Imagine, non, on fait ça à la lumière éteinte, je veux pas que tu me vois déshabillé. Ok, pas de problème. Vas-y. Ouais. Ah oui, Mais c'est enfin, il a génial. 6 ans en même temps. donc. Vous vous rendez compte l'économie d'électricité que ça fait pour la maison? C'est un truc merveilleux, un truc de la nature. Voilà à quoi il pense lui tout de suite. Ah bah tout de suite. Hein. C'est Il une maladie, pense on à un t'a truc dit. c'est merveilleux pas de la merveilleux. nature aussi, je trouve. Écoute, franchement, là, il y a Mais, pas de problème. excuse-moi, les mais- hiboux, c'est tous des gros cochons, hein, faut savoir. Excuse-moi, mais ton proctologue qui t'a fait une endoscopie m'a dit qu'il voyait dans le noir aussi. Oh non. Alors là, Philippe. C'est du niveau de monsieur. Moi je dis, monsieur nous dit des insanités, il en mérite en retour. Mais c'est génial par contre. Ah oui. Bah oui, tu sais, dans les couples, quand l'homme a envie de lire, la femme a pas envie, tu vois, là, il y aura aucun problème. Ah oui, la quoi. petite lumière chiante dans le lit quand Ah oui, l'autre voilà. à côté commence Bah oui. à Pas de souci, quoi. Et voilà un enfant qui n'aura jamais peur du noir. Moi, Il souvent- n'aura pas besoin d'une petite veilleuse dans la. C'est dans la vrai, chambre. moi souvent c'est vrai avec ma femme dans le lit. Bon. Est-ce que, par exemple, il voit les noirs en blanc?
Est-ce que c'est pas un type Ça résoudrait tout. Il y a plus de noir pour lui, tu vois, il voit tous les gens en C'est blanc. peut-être le premier homme qui n'est pas raciste. Au fond. C'est ça serait beau, quoi. Mais c'est un peu comme les chats en fait. Il y a une toute petite source de lumière fait qu'ils voient Moi, souvent, quand on me dit, prenez voilà, dans le noir, quand on n'arrive pas à lire, moi, je prends un chat, toujours. Ah bah oui, de Philippe Gueluc, aux éditions Casterman. Il a réussi à le placer 2 fois. Non, mais deux fois en une demi-heure d'émission, quand même. Ça m'amène à la réflexion suivante. Ce qu'il faudrait essayer avec ce petit garçon, c'est de le jeter par la fenêtre pour voir s'il retombe sur ses pattes. Rayon de soleil, c'est William Baldé qui a évidemment fait un tube avec cette chanson l'été dernier. C'est une des révélations de l'année que vous redécouvrirez sûrement pendant les victoires de la musique demain soir. Rayon de soleil, William Baldé. Philippe Alfonsi, Fabrice Eboué, Philippe Gueluc, Jérémy Michalak, Isabelle Motro et Titoff sont autour de Laurent Ruquier aujourd'hui. Europe 1, on va se gêner. Attention, question si tu n'y réponds pas, bah t'es con. C'est tout simple, hein. D'autant que là, attention, je vais vous demander plusieurs réponses possibles et je vais ainsi vérifier si vous avez lu le dossier qui fait la une du Nouvel Obs cette semaine. Évidemment. Enquête sur les couples d'ambition. Et d'ailleurs, à la une, ce couple d'ambition du Nouvel Obs, c'est Dominique Strauss-Kahn et son épouse Anne Sinclair, et l'Obs publie le palmarès des couples français ambitieux, ceux qui font que à deux c'est plus facile que tout seul pour faire carrière, pour réussir. Et justement, j'aimerais que vous soyez capable de me donner 4 noms de couples qui figurent dans cette enquête de l'Obs, 4 couples d'ambition. Ruquier, Michalak. Non. Kouchner, Christine O'Krent. Kouchner-O'Krent, ça en fait un. Cécilia et Attias. Cécilia Attias, ça en fait 2. Carla et Bruno Sarkozy. Non, mais ça c'est trop facile. C'est que politique. C'est pas que politique. C'est que français. C'est que français, oui. Il y a des couples de cinéma par exemple. Il y a des couples de Marion Cotillard, Guillaume Canet. Bravo, ça en fait 3. Astérix et Obélix. Non. Johnny Depp et Vanessa Paradis. Bravo, ça en fait 4. Ah bah, c'est bon. Gros mignon, on les a. Vincent. Et est-ce que Vincent Cassel et Monica Bellucci. Bravo, ils y sont aussi. Bah écoutez, alors j'ai mes bonnes réponses. Réponse collective. Ceux qui n'y sont pas encore, c'est Ségolène Royal et André. Et André. Ségolène Royal et André. Mais est-ce que c'est un couple d'ambition? Je ne sais pas. Pour le palmarès de l'Obs, c'est Nicolas et Carla Sarkozy qui sont numéro 1, Vanessa Paradis et Johnny Depp numéro 2. Vous en avez oublié quelques-uns, par exemple numéro 3 et 4, c'est Salma Hayek et François-Henri Pinault. Ah bah oui, c'est tout neuf, ça. Dans le trio de tête. Je croyais qu'ils étaient séparés. Mais non, mais ils viennent de se marier. Jamel Debbouze et Mélissa Torio. Ah oui. Oh, ils sont pas vraiment ensemble. Ah bon? J'ai regardé Zone Interdite l'autre fois, elle s'appelle toujours Mélissa Torio, donc c'est des conneries. Vous voudriez qu'elle prenne son nom? Mélissa Debbouze. Vincent Cassel et Monica Bellucci, vous l'avez dit. Vous avez quand même oublié un couple important. Bernard-Henri Lévy et Ariel Dombal. Ah, quand même. Mais ils se vous voient. Depuis que j'ai appris qu'il écrivait tout nu. Ah oui, c'est vrai. Et Benoît XVI et la Sainte Vierge. C'est quoi ça? Alors c'est quoi un couple d'ambition? Ça veut dire qu'on est main dans la main, qu'on s'entraide pour réussir? Pas que main dans la main. Par exemple, nous, je vérifie là autour de la table, personne n'est en couple médiatisé uniquement par ambition, quoi. Je veux dire, à part Joujou et moi, effectivement. Oui, ça c'est stratégique. Ça fait beaucoup pour le succès de l'émission. Je me tape Christine Bravo, mais ça me tire plus vers le bas qu'autre chose, quoi. Ça fait rire Isabelle Motro, vous voyez. Oui, Christine qui écoute. On m'avait dit que les Africains acceptaient n'importe quoi comme boulot ici. Non, mais on lui avait pas dit aussi. C'est toujours pareil. Voilà, c'est pareil que sortir les poubelles, là. Quand tu fonces comme ça, là, tu vois, sans réfléchir. Alors, c'est drôle parce que vous avez dit il se vous voit. Non, il se vous soit. On doit dire ça. On doit dire ça comme ça. C'est en tout cas ce qu'écrit le Nouvel Obs à propos de Bernard-Henri Lévy et Ariel Dombal. Il se vous soit comme les couples d'antan. Je savais pas qu'on doit, moi j'aurais dit il se vous voit aussi. Ah non, les deux se vous disent. soyez. Il se vous soit. Oui. C'est joli, hein. Le voussoiement. C'est aussi vieux que de vous voyez. Ouais. Mais alors, comme elle a des origines chinoises, elle vous voit dans le noir. Mon Dieu. C'est vrai ça. Est-ce qu'il se vous voit dans le noir? C'est vrai. C'est curieux quand même de se vous voyez. Mais les Chirac aussi, je crois, se vous voient. Bernadette. Bien sûr. Non mais c'est parce qu'ils ne connaissaient pas la même chose que vous. C'est moins étrange de la part des Chirac qui ont un certain âge que de la part de Bernard-Henri Lévy et Ariel Dombal. C'est peut-être des jeux sexuels, parce que ça. Mais moi je pense que oui, évidemment. Parce que tu crois qu'on est plusieurs?
Je vous vois. Non, mais le vouvoiement, c'est forcément érotique. Cela dit, et on le sait, enfin, moi je veux dire, vous savez quand j'en parle souvent, mais les couples dont l'un des deux n'est pas médiatisé sont malgré tout des couples. Moi je sais que Votre femme non, mais c'est elle qui immense. dessine le chat. C'est elle qui fait tout. Ouais, c'est ça. Elle me trouve. Non, mais je veux dire, c'est un vrai, mais une vie, je veux dire, une aventure de couple, c'est ça, c'est d'avancer. Oui, à deux. attends, qu'est-ce que tu veux nous dire en fait? Mais là, on parlait de couples médiatisés. D'accord. Ça gêne Michalak depuis le début cette. Non, j'écoute Philippe. Il fait des dessins, il fait des dessins. L'importance de alors c'est souvent la femme. Enfin, il y a eu qui a écrit Giroud a écrit des bouquins sur les femmes etc. La femme de Wagner, la femme de machin, etc. Et c'est vrai que on dit que derrière toute réussite d'un homme, il y a une femme qui bosse. Souvent une carte ancienne derrière toute réussite. Alors, je ne sais pas si on va la garder pour le best-of, mais comme ça, pour de tout venant, pour la c'est pas semaine, si mal. c'est pas mal. Pour la quotidienne, elle est bien. Ouais. Je vous emmène à Seclin, dans le Nord. Génial. Puisque, bah oui, là-bas, vous allez rencontrer Véronique et Gérard Leget, qui font un tabac, Véronique et Gérard Leget. À qui fait pipi plus loin? Oh non. Oh là là. Alors, pourquoi font-ils un tabac avec leur faluche? Avec leur faluche. leur phallus. Alors, est-ce que c'est À qui fait, parce que justement la question, est-ce que les Africains, au jeu de à qui fait pipi plus loin, est-ce que l'Africain est avantagé? Parce que si les pieds sont bien sur la ligne de départ. Non, c'est plutôt les Chinois parce que c'est la pression qui compte. C'est comme un tuyau d'arrosage en fait, ça sert à rien qu'ils soient. Est-ce que je peux m'extraire de cette discussion? Oui. Mais tu n'étais pas dedans d'ailleurs. Comme disait la jeune mariée. Philippe, il parle pas souvent. mon Dieu. Mais c'est à Alors dites là, je reviens à mes Leget, là. Véronique et Gérard Leget, effectivement, ont beaucoup de succès grâce à leur faluche. C'est une pâtisserie. Alors leur phaluche, mais comment ils disent peluche par exemple? Voilà. Faluche, ça s'écrit F-A-L-U-C-H-E. Mais ça dépend des fois. C'est dans le Nord? C'est une pâtisserie. C'est dans le Nord. Est-ce que ça a un rapport avec les frites? Oui, c'est une pâtisserie. C'est pas une pâtisserie. C'est une charcuterie. Non plus. C'est un truc qui se mange? Ça se mange. C'est un plat, oui. Alors, Est-ce que ça a un rapport avec les frites et les comment on appelle ça? un plat, c'est un peu. C'est une quiche. C'est pas une quiche. Une entrée. C'est un sandwich. C'est une Ça se pizza. prend au restaurant, tu peux l'acheter comme ça, emporter. Non, eux, ils ont vraiment un lieu. Ah oui, je sais, c'est dans les familles, dans les hôpitaux où on récupère les bandages et les pour faire le potage, le potage du week-end qu'on appelle la faluche et qui et on fait, oui c'est ça, vous récupérez ça, l'esparadrap et tout, vous faites bouillir un peu. T'arrives Philippe aujourd'hui. C'est monstrueux. Non, mais vous pouvez aller à Seclin dans le Nord, vous verrez qu'il y a une file d'attente incroyable le midi, hein, du lundi au samedi. Dans le nord de C'est la des France, sandwichs. C'est des sandwichs. la charcuterie consanguine. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Mais Moi j'aimerais que tu développes parce que qu'est-ce que c'est exactement? Non, moi je veux pas que tu développes. Non, tu développes pas. C'est-à-dire, c'est une sorte de saucisson familial. Non, mais c'est un sandwich, quoi, un truc. Alors c'est un sandwich, Ah bah oui. pas n'importe lequel. C'est un sandwich. Ah, c'est le kebab du Nord, c'est le kebab ch'ti. Alors c'est-à-dire c'est le Kebab. Le grec ch'ti, le kebab. L'hamburger ch'ti. le McDo. Le ch'ti McDo. Le ch'ti burger. le ch'ti burger. Bonne Je l'ai dit, réponse. je l'ai dit, le ch'ti Mais burger. alors, Ah non, tu as dit le burger ch'ti. mais alors attends, non, parce le que ch'ti si c'est le ch'ti burger, c'est quoi la faluche alors? C'est l'hamburger le plus grand, un hamburger géant. Il pèse 500 grammes, leur hamburger, avec 2 steaks de 100 grammes, une faluche ou un faluche, je sais pas comment on dit, de 100 grammes, parce que des faluches c'est des pains là-bas dans le Nord. En fait. Ah, il y a du maroilles dessus. Et une garniture qui pèse 100 grammes. La totalité donc de l'hamburger pèse 500 grammes. Vous avez 2 steaks, 100 grammes de salade, tomates, fromage, tout ça pour 6 € seulement. C'est quand même pas mal cher déjà, 6 €. C'est normal. Mais leur T'as mangé pour une semaine là quand même. Leur ch'ti burger fait un tabac. La seule difficulté qu'ils ont eue, c'est de trouver une boîte pouvant contenir le sandwich comme et chez puis McDo. Après, des gens qui ont une bouche suffisamment grande pour manger le. Et T'imagines Vous la pouvez me le taille du faire truc? Fais le geste. On te regarde tous. Oh là là T'as là vu quel là film là. cette semaine hein? Oh là là là, je te tu dis penses après. au livreur de ch'ti McDo Express, il peut en apporter qu'un par camionnette. Le ch'ti burger est vraiment géant. Ça n'a pas été facile pour Véronique et Gérard Leget qui ont inventé ce sandwich parce que effectivement, il a fallu trouver des pains à la bonne taille, des bonnes faluches ou des bons faluches. Je sais pas si c'est du masculin ou du féminin, une faluche, mais en tout cas, on peut l'emporter ou le manger sur place comme chez McDo. Vive le ch'ti burger que vous trouverez à Seclin dans le Nord. Bon, faut peut-être pas y aller exprès, hein, mais Ça va être bien, bientôt c'est
souhaiter bienvenue chez les ch'tis gros, en fait, s'ils mangent ça. Et oui, ça c'est de quoi devenir obèse en 15 jours, ça. Voilà, la friterie est ouverte le midi, du lundi au samedi, ainsi que le dimanche à 18h. C'est rue de Vatigny à Seclin. Ah. Si vous Ne passez. dénoncez pas, Laurent. D'autres questions dans un instant. On va se gêner. Laurent Ruquier sur Europe 1. Europe 1, on va se gêner. La question sport. Qui fait suer. Vanessa James et Yannick Bonheur participeront au championnat du monde de patinage, pas de tartinage. De patinage artistique. C'est à Los Angeles les 23, 24, 25, 26, 27, 28 et 29 mars prochains. Je devrais dire du 23 au 29 mars dans ces cas-là pour gagner du temps. En tout cas, fin mars, Vanessa James et Yannick Bonheur seront des patineurs français qui participeront à ces championnats de patinage artistique à Los Angeles. Quelle est leur particularité? Ils sont siamois et donc ils sont toujours obligés de patiner en couple. Non. Ils sont noirs. C'est le premier couple noir de l'histoire du patinage français. C'est curieux que ça Bonne soit toi. réponse de Fabrice C'est Eboué. curieux que ce soit lui qui a répondu à cette question. Vous le saviez? Non, je l'ai dit au hasard, mais si on gagne même dans le patinage, il va plus rester grand-chose. Mais c'est bien parce que ça se voit mieux sur la glace. Alors, faut savoir qu'en fait, elle est britannique au départ, Vanessa James. Elle a 21 ans, elle est née à Ontario, au Canada, et elle a bénéficié d'une autorisation de la Fédération internationale pour représenter la France. Yannick Bonheur, lui, est français, il a 26 ans, et ils tenteront de décrocher un titre pour l'équipe tricolore. Ce sera le premier couple black de l'histoire du Ils patinage sont quadricolores. français. Comment ça, quadricolore? Ah oui, Bah, noir. tricolore plus noir, ça fait quadricolore. Ben dis donc, elle est bonne celle-là. Tu la gardes pour le bêtisier, celle-là. On quitte le patinage pour l'Australie, Adélaïde, très exactement. Où là, Comment va-t-elle? bon, écoutez, franchement, Non, bon, oui, mais enfin bon, c'est pour meubler, hein. Qu'est-ce que vous voulez? les policiers ont arrêté avec facilité un voleur de voiture à Adélaïde. C'est sa faute. Ça va pas mieux. En effet, un homme tentait de voler la voiture. Il a été facilement arrêté par la police à Adélaïde. Pour quelle raison a-t-il facilement été arrêté? C'était une voiture de police? Non. Il était bourré. Non. C'était vraiment un homme ou c'était un... C'est vraiment un homme. Il a laissé sa carte d'identité sur le lieu du... En plus, il n'était pas tout seul. Ils étaient deux à vouloir voler une voiture. Un homme de 28 ans et son complice de 53 ans. Ils sont allés avouer au commissariat le forfait avant de l'accomplir. Non. Comme ça, c'était fait. Mais ils ont été arrêtés pendant qu'ils volaient la voiture, au volant, ou est-ce qu'on les a retrouvés après? Au volant, je n'en sais rien. Mais en tout cas, au moment où il volait la voiture. C'était la voiture d'une célébrité. Non, pas du tout. C'était devant un C'était commissariat. Non. C'était dans un magasin de voitures. Non. Il y avait une caméra, devant Non. une caméra. Non. Pourquoi ont-ils été facilement arrêtés? Parce qu'il y avait toute une famille dans la voiture. Non, non, non. Oui, il restait des gens. C'est parce que Une famille de policiers. Non, il y avait un Parce que chien. c'était des non-voyants. Non, non. Il y avait un chien ou quelque chose qui. Alors c'est vrai qu'il y a des gens qui ont vu que il y avait des voleurs de voitures qui étaient en train d'opérer. Donc des gens ont appelé la police, mais Ah, mais oui, c'était sur le carrousel avec à la foire, comme à la foire du trône, avec les Un petites manège. voitures qui tournent, un manège. ils tentaient de voler la voiture d'un Ils tentaient- manège. ouais, ben- En Il Belgique, tournait- éventuellement. Il tournait le volant désespérément vers la gauche, mais ça tournait dans l'autre. Ça se fait en dans En, l'autre en sens. Belgique, mais pas en Australie. Bah, écoutez, ça Philippe. tourne Il n'y dans avait l'autre pas sens, d'essence, simplement. tout simplement, et ils ont jamais pu démarrer, en fait. Oh, dans quel cas vous abandonnez la voiture? Sauf si tu es belge. Devant un commissariat, c'était... Non, 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 ça vous me l'avez dit. Ils déjà. étaient bourrés. Non, non, Ça, non. tu l'as dit aussi. Ils ont roulé avec. Non, non, non. Bon, ils ont réussi à ouvrir la voiture. Ça, Voilà. d'accord. Premier, ils ont ouvert. Bon, après. Et dedans, ils sont- il y avait quelque chose de dangereux qui... Il y avait Le conducteur- un tigre apprivoisé. Non. Le conducteur était manchot. Ils ouvrent la voiture, ils rentrent dans la voiture. Ouais. Bon, après. Ah, il y avait 4 places, ils étaient que 2. Ça, c'est fort. Et ils attendaient qu'il y ait deux autres voleurs Ouais, pour bien partir. Non, franchement. Donc, ils ouvrent la voiture, ils rentrent dans la voiture. Ils rentrent dans la voiture. Et en Et fait, là, la il voiture... n'y avait pas de siège. Non, non, Il y a La pas de voiture volant. pouvait pas démarrer. non. Il y a un système de sécurité qui referme les portes quand c'est pas le conducteur qui monte à l'intérieur. Ça, je ne sais pas, mais le résultat est le même, c'est-à-dire. Ils sont restés Ils sont retrouvés Resté enfermés à coincé à l'intérieur. Et il y l'intérieur. avait une bonbonne de gaz asphyxie qui les a endormis. Non, mais la Moi bonne- j'ai mis ça pour ma voiture et ça marche vachement bien. C'est-à-dire que si on rentre par effraction dans votre voiture, il y a un pssst, si vous faites pas le code, il y a un gaz anesthésiant qui se répand et le voleur s'endort et il n'y a plus qu'à le cueillir. C'est le cas de Seulement le Belge. problème c'est que je l'ai mis dans mon cabriolet décapotable. Et le mec est parti quand même. Toi, Ch'ti, t'as acheté un cabriolet? Moi, j'en ai pris un avec vide teinté pour pas qu'on me reconnaisse.
C'est Joujou en tout cas qui a apporté la bonne réponse, très discrètement comme d'habitude, mais Joujou a effectivement trouvé que les policiers ont trouvé les deux hommes enfermés dans la voiture. Ils tentaient de voler la voiture, ils se sont retrouvés enfermés à l'intérieur, ils ne pouvaient plus en sortir. Bonne réponse de Joujou. C'est très con, en fait, ils pouvaient pas la démarrer la voiture. Mais comment c'est possible? Ils pouvaient la démarrer et se barrer peut-être. Bah non, c'est qu'ils n'arrivaient pas à la faire démarrer en plus. C'est-à-dire qu'ils volent une voiture sans savoir la faire démarrer. Bah vous savez pas forcément à l'avance si vous allez à pouvoir la faire démarrer. Bah, il y a des voitures de, je pense, haut de gamme où il y a des systèmes de sécurité où tu peux plus tout est ressortir. électronique. Si t'as pas la Très clé bien. avec le truc électronique, tu restes bloqué à C'est l'intérieur. la fameuse sécurité enfant. Vous avez sécurité enfant et voleur Oui, désormais. mais et à l'avant, voilà, c'est ça. Oui, mais oui, bien Mais sûr. le détail qui tue, c'est que c'était là aussi un cabriolet. Et qu'ils sont restés comme deux cons. Oh, on n'arrive pas à ouvrir la portière. Hey, regarde la police qui arrive. Aïe, 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 aïe. C'est comme sauter un portail ouvert, quoi. La robe et l'échelle, Francis Cabrel, un single extrait de son album Des roses et des orties. On connaît très bien cette chanson, mais si on vous la passe, c'est parce qu'elle obtient 2 nominations aux victoires de la musique demain soir. On en a un peu marre, là, des victoires de la musique. Il est temps que ça s'arrête, hein. Vivement lundi. Europe 1, on va se gêner. La question culture générale. Bah oui, il en faut. L'écrivain britannique Salman Rushdie s'en prend dans un article à quelque chose que pourtant beaucoup de gens adorent. À quoi ou à Au qui? film qui a remporté le Slumdog. Bonne réponse de Philippe Alfonsi. Et je vois vraiment pas pourquoi il s'en prend à ce film qui est une merveille. Il lance une fatwa contre quelqu'un? Hollywood lance une fatwa contre Bah, il est d'origine indienne, hein, Salman Rushdie, Et alors, quand même, oui, il faut le le rappeler. film est dur pour l'Inde, mais c'est la réalité. c'est Il comme dit ça. comment les deux gamins des bidonvilles peuvent-ils se procurer une arme à feu en Inde? Par quel miracle atteignent-ils le Taj Mahal qui se situe à des milliers de kilomètres de leur village natal? Ce film empile invraisemblance sur invraisemblance d'après Salman Rushdie. Voilà, il dit le problème de cette adaptation commence avec l'œuvre dont elle est adaptée. En fait, il en veut à l'auteur des fabuleuses aventures d'un Indien malchanceux qui devient milliardaire. C'est le titre original du livre qui a donné cette adaptation au cinéma. Bref, c'est l'attaque d'un écrivain contre un écrivain plus que contre le réalisateur Danny Boyle qui a réalisé Slumdog. Ouais, puis toujours si on connaît l'endroit dans lequel se passe un roman, ou si ça se passe chez soi, on dit ah mais il a situé l'avenue Général Foch à droite là, en sortant par le truc et c'est le contraire. Enfin, il paraît qu'en Inde, il y en a qui sont pas contents non plus. Hein. Ah, bien sûr, non mais c'est normal, c'est un film qui dénonce la dureté de ce pays dont on dit toujours qu'il est tellement beau, tellement, Mais ce qui est tellement drôle, doux, tellement etc. Bah non, c'est un pays très dur, très violent. Et ce qui est drôle, c'est la joie déclenchée dans les bidonvilles de Bombay au moment de la victoire du film, comme si tu vois, parce que c'est ouais les mecs c'est chez nous, ouais on est le plus grand bidonville du monde. Un peu comme si les ch'tis avaient eu un César. Dans les corons, en train de faire la fête dans les corons. Ouais. Mais ce que je trouve fou quand même, c'est que Salman Rushdie, qui a quand même eu pas mal de problèmes avec ses écrits, Soit pas encore mort. se permettent de critiquer le roman de quelqu'un d'autre. Enfin, c'est quand même extraordinaire. Sébastien Chabal, je quitte le cinéma pour le sport. Sébastien Chabal. Là, je quitte le sport pour le cinéma, je pense. J'ai dit quoi? Je quitte le cinéma pour le sport. Bah oui, c'est ça. ouais. Pardon. Tu trouves qu'il Faut suivre de temps en temps. Tu trouves qu'il fait du cinéma, Chabal? Pas encore, il pourrait en faire un jour. En tout cas, il fait de la publicité. Il a déjà des contrats avec Orange, avec Caron aussi. Et il vient de signer un contrat avec un nouveau produit, une nouvelle marque. Il rejoint d'ailleurs pour cette marque Christine Aron et Edgar Gros-Piron, qui étaient les précédentes emblèmes, les précédents symboles, les précédents représentants de cette marque-là. C'est lui désormais qu'on verra sur les affiches. Pour quelle marque, justement? Pas McDo? Pas McDo, non. Un truc qui se mange? Non. Tenue de sport. C'est pas une tenue de sport. Un truc qu'on se lave avec? Non, je m'en rappelle en plus. C'est du cosmétique. parfum Du cosmétique. C'est pas du cosmétique. Un parfum? Non, pas un parfum. Ça a pas. C'est Sébastien Chabal, quand même, Ouais. faut le voir. Oui, donc c'est ça. C'est des fringues? C'est pas des fringues. Quand on pense à quoi coiffeur. d'abord quand c'est ça, c'est quoi? La barbe, les rasoirs. C'est pas de la mousse à raser. C'est pas de la mousse à raser. Tu vois Christine Aron faire de la pub pour le mousse à raser. C'est pas les déménageurs de Bretagne non plus. Non. Qu'est-ce que c'est déjà? C'est de l'épilation. Non plus. C'est quelque chose de un peu du domaine du luxe. Enfin, c'est quelque chose qu'on. Elle n'est pas vue encore, évidemment, les affiches publicitaires, parce Bah qu'il non. il vient de signer le contrat avec cette marque. Eh oui. Donc ça se mange pas, ça se porte pas, c'est pas. J'ai pas dit que ça ne se cosmétique. portait pas. Ça se passe- ça se des porte, chaussures. c'est des Au casquettes. sens large du Des terme slips. porté. Non, Des non, non. lunettes. Non, j'ai dit au sens large du terme porté. Lunettes alors? Non. Qu'est-ce qu'on peut porter? On peut Chapeau? porter un toast. C'est pas une marque de toast? Non.
Non mais il est quoi, Sébastien Chabal? Il est rugbyman. Bon, alors, ça devrait vous aider. Pour un ballon. Non. Pour des Pour des chaussures. shorts. Non. Pour du gazon, une marque de ouais. gazon. Non. Non, pour des pansements. Ah, pour des Des Urgo. pansements, pansements. Lesquels? Ou les bandages. Urgo. Je sais pas. Urgo. Les pansements Urgo. Bonne réponse de Titoff et Philippe Gueluc. Bah oui, enfin. c'est bien. Bien sûr. Eh oui, Bah, voilà. bien sûr. Ah, quand même, c'était Mais évident. enfin. Je me souviens pas que Christina Aron et Edgar Gros-Piron, la campagne Urgo avec Christina Aron et... ça a pas marqué. Ah non, ça a pas marqué. Mais c'est pour ça qu'ils changent. Tu vois C'est pas faux. Eh C'est oui. vrai que Chabal, à mon avis, on va s'en souvenir. Oui. Où est-ce qu'ils vont lui mettre le... Ah oui, parce que ça pansement. colle. Est-ce que ça colle dans les poils? Parce que Non, je vois justement. pas, il y a pas tellement de place. Les reste le nez, ouais. C'est peut-être pour prouver qu'on peut enlever ses pansements s'arracher les poils. Sans s'arracher les poils. Ah, ça fait Sans mal, se faire mal. Allez savoir. Richard Berry crée une polémique à Marseille. C'est une question suivante. Quoi, il a encore donné un Pour rat à le tournage, quelqu'un, ou non c'est du Oui, moi, je sais. livre, de l'adaptation du livre de Franz Olivier Gisberg. Et en fait, c'est pas avéré que ça soit la vie de Jackie Lemat, mais il y a beaucoup de similitudes. J'ai pas tout compris à ce que vous m'avez dit, Non, mais en Titoff. plus, c'est pas ça. Mais ça n'est pas ça. Alors en fait, c'est C'est parce effectivement que... l'histoire. Attends, c'était peut-être une vanne qu'on n'a pas comprise. Ah non, j'essaie de répondre à la question. C'est approximatif. C'est parce qu'ils ont construit un décor qui montre que Marseille est enfoui sous les déchets. Et ça déplaît fortement aux Marseillais de véhiculer cette image de leur ville. Excellente réponse d'Isabelle Motrou. Et voilà. Richard Berry tourne son 4e film en tant que réalisateur, ça s'appelle L'Immortel, ça se tourne donc à Marseille, le tournage est prévu pour durer 6 semaines. C'est Jean Reno qui joue une des figures du milieu marseillais dans ce film, mais effectivement à un moment donné dans le décor, on voit Marseille croulant sous les ordures, et la mairie de Marseille était un peu fâchée par cette image, mais ils ont quand même donné leur accord. Mais bon, alors Berry se défend en disant il ne faut pas que ce plan avec cette grève des poubelles fâche. Ce sera le moyen pour moi de rendre Marseille encore plus belle dans les plans suivants. Encore poubelle. Oh, bah ouais. Il y a encore le poubelle. dans le plan suivant. En fait, Je suis pas sûr que son argument soit très... J'avais la bonne réponse, mais pour une autre question. C'est arrivé, quoi. Hein. Ce qui est bien, c'est qu'ils en ont construit des espèces de murs de poubelles et Dieu merci, ce sont des fausses poubelles, des faux déchets, quoi. Mais c'est quand même assez impressionnant ce que tu dis. Oui, pour le tournage. Oui. Mais c'est et normal tu te dis, aussi. ça va rester des jours et des jours. C'est normal. Ouais, dans un et film puis de- c'est les rats surtout, toi ils arrivent, ils disent oh putain super des poubelles et ils arrivent, il y a rien dedans quoi, tu vois. C'est normal aussi que dans un film Ah, de c'est gangster, tu vois des ordures à tous les coins de rue. Non De toute façon, Marseille a déjà une connotation ville sale, mal entretenue, c'est dommage, donc on ne comprend pas pourquoi ce film vient en rajouter, disent certains. C'est dans l'histoire, mais c'est vrai qu'il y a eu des grèves il y a eu des grèves plusieurs fois. Quand Marseille concourait pour Voilà. la ville qui serait candidat, enfin ils étaient candidats à qui Au donnerait JO. le coup de départ à l'America's Cup. Ouais. Ah. Et le comité international qui visitait toutes les villes est venu à Il y avait- Marseille pendant la semaine où il y avait la grève. Non, il y avait Mistral Force, je sais Ouais. plus combien. Les poubelles et le mec qui est venu visiter, il s'est fait voler sa voiture à la gare. C'est vrai on peut dire qu'on a mis toutes les choses de notre côté. Mais comme ça, on a eu un Comme truc ça, c'est fait, quoi. formidable à la télévision belge. Vous savez que Charleroi en Belgique est un endroit où on dit que les mafias sont très présentes. C'est vrai, il y a beaucoup de délinquance. Et il y avait une émission de télé qui se faisait en direct sur le sujet où tous les politiques du coin venaient dire mais non, Charleroi n'est pas une ville, ce truc c'est une légende, vous racontez n'importe quoi. Et pendant qu'ils faisaient l'émission en direct, il y a un mec qui est venu piquer tous les portefeuilles dans les loges. On se retrouve après le flash. C'est la deuxième heure dont on va se gêner avec Isabelle Motro, Philippe Alfonsi, Titoff, Fabrice Eboué, Philippe Gueluc et Jérémy Michalak. Sans oublier Astrid et Frédéric qui vont s'affronter dans le deuxième challenge du jour. Bonjour Astrid. Bonjour. Vous nous appelez depuis Genève. Oui, c'est ça. Que faites-vous dans la vie? Alors, moi, je donne mon temps à différentes associations. Vous êtes bénévole Voilà, exactement. dans le caritatif. Oui, caritative, dans une association sportive spécialement. Ah, alors, quel genre de sport? De la gymnastique artistique masculine. Ah oui, c'est pas caritatif du tout. Non, c'est pas caritatif. Je suis un peu émue de vous avoir au téléphone. Oh, il faut dire que je suis moi-même un grand gymnaste. Ah, mais vous courez, vous? Je suis doué pour la poutre aussi. C'est pas très
très masculin, mais... Bah si, quand même. C'est que vous m'avez pas vu en slip. On le surnomme dans les vestiaires, on le surnomme la poutre d'ailleurs. Pardon Astrid, hein. Déjà que vous êtes ému, si en plus, voilà, Oui. on vous gêne, non, ça va. Non, pas du tout. Bon, vous allez affronter Frédéric qui lui nous appelle depuis les plaines dans l'Illinois. Bonjour, en fait c'est des plaines. Et c'est dans l'Oise. Non, en fait c'est une banlieue de Chicago. J'habite à 20 minutes de Chicago. Dans l'Illinois. À 20 minutes de Chicago, ça le fait quand même. Hein. Vous voulez dire qu'en ce moment, vous êtes à 20 minutes de Chicago? Exactement. Pour quelle raison vous êtes là-bas? Bah, écoutez, je suis ingénieur sur du matériel médical. Et il y a longtemps que vous êtes parti dans l'Illinois? Ça fait 8 ans que je suis aux États-Unis. 8 ans que vous êtes... Et alors, c'est bien? Bah sinon je serais revenu. Ah bah non, Ça, parfois on peut pas faire trop autrement, parfois on se dit... on va pas forcer. Et si vous êtes aux États-Unis depuis 8 ans, comment vous connaissez cette émission? Qui vous en a parlé? Comment vous êtes tombé dessus? Par podcast. Il y a de la nostalgie quand même alors. Oui, bah je suis content de vous écouter tous les jours. L'humour français vous manque? C'est sûr, ici des fois on est obligé un peu de se retenir parce que sinon les gens comprennent pas. Mais ici aussi, vous savez- On peut pas péter à table chez vous? Alors écoutez, voici la question. Ah attention là, la question, parce que quand même on a Astrid qui habite Genève, hein, on l'a bien compris, qui s'occupe de gymnastique, et en face d'elle Frédéric qui habite les États-Unis. Ce serait peut-être bien de faire gagner des Français de temps en temps parce que quand même eux qui nous écoutent principalement, ceux qui font l'audience quoi. Ouais. Et puis c'est vrai que pour les places à gagner, Fabrice Eboué, en fait, il a que des étrangers dans la salle. Je suis obligé de faire du mime tous les soirs, sinon ils comprennent pas. Ils comprennent rien. Alors la question, écoutez, c'est rigolo parce que je l'avais choisi avant, et à mon avis, vous avez vos chances l'un et l'autre pour cette question. Vous êtes prêts? Oui. Qu'a fait Philippe Petit le 7 août 1974 dont on parle encore aujourd'hui? Il a grandi. Non. Non, Philippe Petit, c'est celui qui a fait le World Trade Center d'une tour à l'autre sur un fil. Ah, c'est Le funambule. Le funambule. Bonne réponse de Fabrice Eboué. T'as décidé de les faire perdre tous aujourd'hui. Ouais. À mon avis, ça doit être complet au Comedy Club en ce moment. Il veut pas distribuer une place gratuite. Ouais, c'est vrai, mais non, mais voilà, j'avais vu une émission sur lui il y a 2-3 semaines. Mais enfin, il vous a laissé 10 secondes quand même, hein. 10 petites secondes alors. Bah oui, Astrid. J'ai même pas eu le temps de le taper sur Google. Ah bah oui, mais là, il faut le savoir, faut pas le taper sur Google. Parce que je le savais pas. il est quand même le héros du documentaire qui a remporté un Oscar, Man on Wire. Il a marché entre les deux tours, un câble qui reliait les deux tours. Exactement. Et bien préciser à Jean-Marie Bigard que c'était en 74 et pas l'an dernier. C'est un film, un documentaire réalisé sur ce Français qui a relié les Twin Towers sur donc un fil en 74. Là, le documentaire vient d'obtenir l'Oscar, la dimanche dernier. Donc c'était quand même faisable de trouver, vous voyez. Et oui. D'ailleurs, c'est quelque part le seul Français récompensé le week-end dernier aux Oscars. Récompensé indirectement, parce que c'est pas lui, Philippe Petit, qui a obtenu l'Oscar. Mais enfin, c'est quand même son histoire qu'on raconte dans le docu, qui est déjà disponible en DVD d'ailleurs, hein, signalons-le. Ça se passait en 74 et effectivement, c'est quand même assez fou ce qu'a fait ce type de relier sur un fil. C'était même pas autorisé, hein, je crois, à l'époque. Donc le documentaire raconte comment il a fait ça en bravant les différentes interdictions. Oui, il avait dormi la veille et tout. Il avait posé des bornes pour l'attentat des années plus tard, tout ça. Non mais quand même, ça doit être émouvant à voir et à revoir ce type entre les deux tours qui n'imaginait pas qu'un jour effectivement elle serait détruite. Pardon Astrid, pardon Frédéric. Ouais. Vous aviez quand même entendu parler déjà de ce documentaire ou pas? Oui, je savais qu'il avait été primé aux Oscars, mais vous n'avez pas retenu le nom du funambule? Non, je l'avais pas. Philippe. Moi, j'en avais pas du tout entendu parler, donc pas de regret. Bah alors, en plus, vous êtes là-bas, vous alors? Oui, en plus. Oui. Au fin fond de l'Illinois. Bon, c'est pas le fin fond, mais c'est dans l'Illinois. Ça dépend d'où on vient, hein. Excusez-moi, si vous venez de l'autre côté, c'est le fin fond. 20 minutes de Chicago, on est vite... Dans la Cambrousse. Quand même, non, aux États-Unis, non? Pas dans la banlieue nord, en fait. Quand même, vous voyez des Indiens autour de vous? Mais ça fait 20 minutes à pied ou 20 minutes en voiture? 20 minutes en voiture. Ah oui, oh là là, c'est loin quoi. C'est vrai que Chicago, ça a dû changer quand même. On se souvient évidemment tous de Tintin et de... Non mais c'est vrai. Ah oui, ça a dû changer. Mais de l'image de la ville où il y avait le plus de truands. Et moi, je me souviens quand j'étais petit, je me disais, j'irai jamais à Chicago, j'avais peur. Et puis il y a eu aussi quand même la comédie musicale Chicago quand même qui a dû marquer. Puis c'est la ville d'Obama aussi quand même. Ouais, un en plus. petit peu quand même. Ah oui, alors vous avez dû suivre ça de près quand même, Frédéric. Ah évidemment, oui. Et d'ailleurs,
Vous avez les résultats En fait, oui, on m'a mis au courant. Parce que chez nous, on sait pas encore. Vous pensez qu'il a des chances? Ouais. Je sais pas, on verra. Mais c'est bien Chicago ou pas? C'est bien? L'hiver, il fait froid. Là, il fait entre moins 10 et moins 20. Allez, t'es sûr que t'es pas à Cergy-Pontoise avec les lieux communs que tu nous dis depuis tout à l'heure? On va se gêner. Laurent Ruquier sur Europe 1. L'hommage de la semaine. Évidemment, la maison est plus associée à Virgin qu'à la Fnac et au Virgin Megastore, mais c'est quand même un hommage au créateur de la Fnac qu'on va rendre cette Max semaine. Terray. Philippe Alfonsi. Max Terray. La vie de ce type, c'est un véritable roman d'aventure. Il faut expliquer qu'il est mort cette semaine. Oui, il est mort mardi. C'est un véritable, à 96 ans. C'est un véritable roman d'aventure. C'est vraiment les psy d'aventure comme on les aime, hein, avec beaucoup d'action, avec des coups de gueule, avec des coups d'éclat. Enfin bon, un type bien, hein, qui a fait vraiment tout un parcours extraordinaire. C'est pas un Yaka Faucon, c'est un type qui sait vraiment à la fois qui disait tout haut ce qu'il pensait et qui faisait ce qu'il disait. Donc c'est plutôt un type bien. Mais c'est aussi l'histoire de ce type. C'est aussi une parabole un peu triste des mariages contre nature entre les gens de gauche et la finance. Je vais vous raconter ça rapidement. Il est mort à 96 ans, il faut le dire. Il sera incinéré mardi prochain au cimetière du Père-Lachaise à Paris. Il est décédé dans la nuit de mardi à mercredi à l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine. Voilà, alors Max Terray. Quand il commence en 1930, c'est le fils d'un petit commerçant. Bon, il s'engage très très fort à gauche tout de suite. D'abord, il adhère à la SFIO en 1930, et puis il trouve que c'est un petit peu mou, donc il va rejoindre non pas Staline et les cocos, parce que ça il aime pas trop, mais il va rejoindre l'ennemi intime de Staline, Léon Trotsky, dont il devient, s'il vous plaît, à la fois le secrétaire et le garde du corps. Et être garde du corps de Staline dans ces années-là, c'est pas simple. De Trotsky, c'est pas simple, parce que Staline a lancé ses sbires contre lui pour l'assassiner, et à tout moment il est en danger. D'ailleurs, ils finiront par l'avoir au Mexique quelques années plus tard. Bon. Ensuite, éclate la guerre d'Espagne. Terray fait ni une ni deux. Il s'engage immédiatement dans les rangs républicains. Il se bat contre les fascistes espagnols. Et à la fin de la guerre, quand cette répétition générale de ce qui va nous tomber sur la gueule en Europe arrive, c'est-à-dire l'invasion notamment de la France par les nazis, eh bien, immédiatement, il rentre dans la résistance. Vous voyez, pas un type... type bien, quoi. Ah, mais un type très très bien. Bon. Et puis après, après la guerre, après les lendemains qui chantent qu'on nous avait promis et qui ne sont pas arrivés, eh ben, il se remonte quand même les manches avec son pote Hessel, là, qui était comme lui un militant de gauche, et ils fondent un truc comme ça, qui se disent pourquoi on ferait pas une sorte de club d'achat qui permettrait à ses adhérents d'accéder à tous les objets culturels à bas prix. D'ailleurs, on peut rappeler tout de suite les mots qui se cachent derrière Fnac. Hein. Oui, Fédération nationale d'achat des cadres. Au départ, ça veut dire ça, la Fnac. Fédération nationale d'achat des cadres. Aujourd'hui, on y va, évidemment, on sait plus tout ça. Et ils inventent en 54 cette espèce de coopérative de trucs d'achat comme ça, pour qu'on puisse acheter moins cher des disques, des bouquins, des appareils Surtout photo, au départ, c'était du matériel photographique. Oui, mais c'est pour vraiment une démarche culturelle. Hein. Bon. Et puis les bouquins. Bon, ils ouvrent leur première Fnac dans un appartement du boulevard Sébastopol. Enfin, c'est vraiment très très militant, très comme ça. Bon, et quand on va à la Fnac, c'est vraiment parce qu'on milite aussi, parce que bon. Et puis qu'est-ce qui se cache là derrière? C'est tout à fait extraordinaire. C'est une immense réussite, la Fnac. Bon. Il se cache là derrière qu'au fond, avant tout le monde, ils ont inventé les centrales d'achat. C'est-à-dire, ce qui part comme une coopérative finit par être une espèce, alors ils inventent ça contre l'économie de marché, contre l'économie, capitaliste. Bon. Et puis, pof, ça devient un des fleurons de l'économie capitaliste. C'est une formidable réussite. Aujourd'hui, ils emploient 20 000 personnes, dont 11 000 en France, 11 800. Ça a été racheté par Pinault, qui en a fait un truc, hein, qui en a fait vraiment le fer de lance. Et déjà, on commence à imaginer ce qui se passe dans la vie de cet homme, de Terray, l'idéaliste, le militant, qui invente un truc qui se retourne et qui devient un espèce de fer de lance du capitalisme et qui gagne beaucoup d'argent. Et comme il veut rester de gauche et qu'il aime pas le terme patron de gauche, il aime pas ça. Donc c'est un financier de gauche, voilà. Donc il finance le Parti socialiste jusqu'à l'élection de Mitterrand. À la Fnac, il embauche des réfugiés politiques. En 68, il va occuper le siège du CNPF avec son copain Hessel. Enfin, vous voyez, bon, bref, bon, mais malgré tout, il gagne beaucoup d'argent. Il relève le journal Le Matin de Paris. Vous savez, qui était un journal de gauche. Bon, c'est lui qui, en 84, met du pognon encore pour relancer le journal. Bon, voilà. On sollicite beaucoup, monsieur Terray, hein. C'est cet homme de gauche avec plein d'argent. Bon. Et puis, bon, à force de baigner dans la finance, comme ça, un jour, il lui arrive un pépin.
un gros pépin même, et c'est là où on a cette parabole de ce mariage un peu contre nature entre les hommes de conviction et la finance. C'est qu'à force d'aider les gens du pouvoir, eh bien, à l'époque, il y a une boîte qui s'appelait Péchinet, et qui était une des grandes entreprises françaises nationalisées, qui décide de lancer ce qu'on appelle une OPA contre une boîte américaine qui s'appelle Triangle, et dont une des filiales était spécialisée dans l'emballage, et ça intéressait énormément Péchinet. Mais vous savez comment ça se passe quand on lance une OPA, surtout on ne le dit pas, parce que bien évidemment, les actions qui valent rien un jour, le lendemain, dès que l'OPA est faite, valent très très cher. C'est ce qui crée les fameux délits d'initié. Et voilà. Et Monsieur Terray, ce bon militant de gauche, est dans un délit d'initié. C'est le copain de Mitterrand qui lui donne le tuyau. Il achète 3000 actions. Il fait 8 800 000 de francs de bénéfices en quelques heures. Bon, et il s'en met plein les poches. Bon. Et bien évidemment, il y a un procès. La bourse américaine signale immédiatement aux Français qu'il y a eu un petit hiatus comme ça, et c'est lui le plus gros acheteur des parts de Triangle, et à partir de là, il va être poursuivi, il va être condamné à 2 ans de prison avec sursis. Voilà, à la fois une formidable aventure et d'autre part une parabole qui rappelle qu'en effet toutes ces années 80 où on a vu des gens de gauche passer... Il avait quitté la Fnac en 81 justement, au moment de l'élection du président de la République, François Mitterrand. Et vous savez, ça n'a jamais été un proche de Mitterrand. C'était pas, il finançait le Parti socialiste, mais il n'avait pas beaucoup de sympathie pour ce grand homme politique très florentin, très compliqué, qui était très loin de lui, qui était un homme de terrain, qui était un homme qui s'était battu, un type qui s'était battu les armes à la main. Bon, voilà comment un grand bonhomme, et vraiment un type qu'on voudrait donner en exemple, a basculé dans ces années 80 dans le pognon. Décédé à l'âge de 96 ans, des suites d'une longue maladie, il avait donc, rappelons-le, créé la FNAC, la Fédération Nationale d'Achat des Cadres, en 1954. Ce sera son plus beau bébé, on va dire. Ah oui, même. Absolument. Oui. Merci Philippe Alfonsi. Europe 1, on va se gêner. Doremi Fassi, Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Bonjour Serge. Pas de chanson de tabou, c'est vous qui avez fait ce bruit bizarre. C'est sa voix, en fait. Juste bonjour, lui. On a dit bonjour. Salut, Philippe. Il y a eu un truc de son. Vous avez un drôle de bonjour Philippe Gueluc. En fait, je vous ai pas dit bonjour Philippe. Bonjour Laurent. Bonjour Philippe. Comment se passe l'émission aujourd'hui? Plutôt pas mal. C'est qui sont les invités? Mais c'est que le problème, c'est qu'il va y avoir quelques désastres. Oui, parce que là, ce sont pas des chansons tabous que nous propose Serge aujourd'hui, mais des chansons ou des musiques désastres. C'est bien ça? Oui, on appelle ça des désastres parce que c'est une petite collection personnelle qu'on a constituée avec mon fils et on l'a appelé mieux que des stars, désastres. Il n'y a que des trucs loupés comme ça, des trucs... Par exemple, c'est qui ça, ce Gilles Pigeon? Tu connais Gilles Pigeon? Gilles Pigeon est assez connu chez les musiciens. En tout cas, ce que nous entendons, ce montage est assez connu chez les techniciens parce que c'est un monsieur, c'est visiblement un chef d'orchestre dont la femme est chanteuse. C'est un producteur en fait. Tu connais le truc? Ouais, je connais, c'est extraordinaire. Un producteur qui s'appelle Pigeon, franchement. C'est rare. Ouais, tu vois venir. D'habitude, c'est l'inverse. Ouais, moi, je sens plutôt le chef d'orchestre qui s'improvise producteur. Et donc, sa femme chante plutôt bien. Et lui, il lui donne des conseils pour chanter mieux, pour enregistrer son disque. Je crois que c'est un cours de chant que devraient méditer les élèves de la Starac. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Le mieux, c'est d'écouter. Je t'ai expliqué à la maison, calme-toi déjà, Edune, que il fallait pulser en avance. Et ça, tu ne le fais pas actuellement encore. J'aimerais retenir, je t'ai dit, prends une pulse à la maison, je te l'ai bien fait sentir en plus. J'aimerais retenir tous ces rêves de cristal. Voilà. Tous ces rêves d'enfants mélomanes. Allez, t'es en retard déjà. Voyager avec facilité. Voyager sans difficulté. Sur les cordes un peu raides de l'oubli. Sur les notes un peu fausses de la vie. Et oui, c'est ça la pulse, hein. Je rêvais d'une vie d'harmonie. Ouais, ben déjà il y a une autre gueule. Sous un ciel fardé de mystère, je remplis les cœurs de lumière. Je suis fatigué. Mais oui, mais de lumière. Bien sûr, c'est pas dans la purée qu'on fait. T'appelles pas de ça, ça y sera génial.
Voilà, et ben c'est bien. Pareil pour le désertion des droits humanitaires, il faut que ce soit... Ok, t'es en forme. Voilà. Ça dure 10 minutes normalement. Quand même. Ça sort d'où ce gars? C'est Confession Intime, c'est quoi? C'est extraordinaire. Drôle, hein. C'est trouvable sur internet, c'est extraordinaire. C'est extrait d'une émission de Téloche? Mais non, c'est Non, des ça a mecs, été organisé des techniciens qui ont dû laisser courir. Vous savez, si les techniciens enregistraient ce qu'on se dit pendant les pubs ou les chansons, Souvent t'es là à dire Et je crois qu'ils le font. et je crois qu'ils le font et qu'un jour, on diffusait ce qu'on dit pendant les disques. Eh ben, peut-être on fera un vrai succès. Alors vous avez aussi le boléro de Ravel foiré. J'ai eu l'explication par un spécialiste. Le trombone, c'est pas toujours un instrument facile. Et justement, Ravel, quand il a écrit son fameux boléro, il a écrit dans une tonalité qui est pas des plus évidentes pour les trombonistes. Et celui qui ce jour-là tient le pupitre de soliste dans le Philharmonique de Vienne, quand même, s'il vous plaît, il devait être particulièrement mal réveillé, à moins qu'il s'agisse du pompier de service. Et voilà ce que ça donne. Solo de trombone foiré dans le boléro de Ravel. Trombone qui aurait dû rester à coulisses. Hein, c'est extraordinaire parce que en plus ça, l'orchestre qui absolument imperturbablement. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? On sent le mec qui se met ça sous jouer faux. Je sais pas si vous avez déjà vu cette chute d'un western célèbre où il y a ils sont 40 cow-boys qui ont fait une attaque de trucs et qui sautent sur leurs chevaux et qui partent vers le fond, vers l'horizon, tous ensemble. Et dans une prise, il y en a un qui rate le truc, qui arrive pas à monter sur son cheval, mais les autres le voient pas. Donc les autres jouent la scène jusqu'au bout, ils partent au fond du paysage, et il y a l'autre qui arrive pas à démarrer sur le cheval, à monter dessus, il retombe de l'autre côté. Et c'est hilarant parce que personne se rend compte de lui, comme ici l'orchestre. Un autre désastre, mais qui concerne cette fois les claviers des grandes orgues, une manette qu'on aurait touchée involontairement, c'est ça? Dans les grandes orgues, il y a des poussoirs. Et il est possible qu'un des choristes, puisqu'il doit y avoir à peu près 300 choristes dans cette église, dans cette cathédrale, il est possible qu'il ait touché un petit peu avec les fesses le poussoir, ce qui fait qu'il a sur les accords de la fin, et l'autre il joue dans une tonalité qu'il croit normale, mais comme le choriste a touché le poussoir, eh bien il se retrouve dans une autre tonalité, et là c'est catastrophique sur les dernières notes du Handel, qui normalement devrait être parfait jusqu'à la fin. C'est ça, c'est un enregistrement du Messie de Handel. Oui. Affreux! Ah non, enlevez-moi ça! Ah non, mais c'est terrible! T'imagines la tête des choristes qui essaient désespérément de rester. Bravo en tout cas pour ces désastres, Sergio Liado. Merci. On va se gêner. Le livre de la semaine. Alors c'est Paul Auster qu'on a choisi cette semaine, Seul dans le noir, rien à voir avec le petit garçon chinois du début d'émission qui aurait pu lire ce livre dans le noir. En même temps. Bon, c'est vrai. Moi je l'ai pas lu encore, vous allez me dire si je peux effectivement l'emporter dans mes prochains week-ends si je suis vos conseils de lecture. Un roman traduit de l'américain par Christine Leboeuf. Est-ce que c'est vraiment le dernier Paul Auster en date ou est-ce que c'est une réédition? Ah non, c'est le dernier en date. Seul dans le noir, alors chez Actes Sud. Je commence par vous, Isabelle Motron. Alors, Seul dans le noir, c'est la situation du héros de ce livre,
qui est un critique littéraire qui a eu un accident et qui a maintenant 72 ans, je crois, et qui est seul dans le noir la nuit et qui peut pas tellement bouger. Il est sur un fauteuil roulant, donc quand il est allongé, il est vraiment en proie à ses rêves et peut pas tellement en sortir. Et donc, quand il est seul dans le noir, il se raconte des histoires pour éviter de ressasser tous les ennuis, tous les drames qui ont émaillé sa vie. Et donc, comme souvent chez Paul Auster, on a des récits dans le récit qui éclairent d'une certaine façon la réalité. Et ce roman-là est éclairé par une fiction. Donc, que se raconte le héros. Une fiction qui est une uchronie, c'est-à-dire que ça se passe aux États-Unis, de nos jours, sauf que les événements se sont déroulés autrement et c'est la guerre. Je comprends pas tout ce que vous dites, mais ça doit être bien. C'est un petit peu compliqué, pour ça j'essaye d'éclaircir, mais c'est pas évident parce que donc c'est deux histoires, si vous voulez, qui se déroulent en même temps quand on lit. Il y a la vérité, la réalité, et puis il y a ce que rêve le héros du livre. Est-ce que c'est bon? Alors oui, c'est vraiment très bien. Paul Auster, c'est pas toujours évident à lire. Souvent, c'est effectivement des récits dans les récits et on s'y perd un peu. Là, les héros le héros est très touchant. Là, en plus, il a une tendance à analyser les films qui, moi, me touchent particulièrement. C'est formidable, ça. Sa fille analyse les films et ils en parlent ensemble. Et à chaque fois, c'est des moments magiques, quoi, parce qu'effectivement, il adore le cinéma. Souvent, il en parle. Et rien que ça, c'est des petits moments de bonheur total. C'est un bon Paul Auster. C'est un bon Paul Auster. C'est pas très gai, C'est comme toujours, comme son nom l'indique, Paul Auster est assez austère en général. Le titre. Mais c'est vraiment un délice quand même. Seul dans le noir. Philippe Gueluc, vous l'avez lu? Non, parce que j'ai eu en fait un problème hier soir. C'est-à-dire que je devais le lire pour aujourd'hui. Et j'ai eu un problème c'est-à-dire les fusibles ont sauté. Et je me suis retrouvé seul dans le noir comme un con à devoir lire ce livre. Et donc pas un petit chinois sous la main pour le lire à votre place. Et non, moi je ne sous-traite pas, monsieur. Tout est fait à la main, en Europe à la main. À la main. Et donc oui, alors là, j'ai plus l'avis de personne, heureusement. Non, alors moi je vais vous dire. Oui. J'ai trouvé ce livre formidable. Bon. Et puis il y a deux histoires dans ce livre. Bon, vous fatiguez pas, Gueluc. Il y a aussi tout ce vous qu'il fatiguez rêve. pas, on sent bien que vous l'avez pas lu. Et c'est la réalité. Alors si vous voulez, vous avez la réalité de cet homme dans le noir et puis ses rêves. Et donc, bon, je dirais pas, c'est pas le meilleur Auster. Mais comme chez Auster, c'est toujours quand même de très grande qualité. Et je dis que moi, un Paul Auster vaut toujours un Paul Loup solitaire. Plutôt, vous voulez dire, un Paul Auster vaut deux Paul Loup solitaire, voire voilà, 3. Absolument. Philippe Alfonsi, vous l'avez vraiment lu, puis j'imagine que c'est avec plaisir que vous avez appris que c'était un Paul Auster qu'on vous confiait cette semaine. Oui, c'est un très très beau livre. Mais je trouve que c'est vraiment un des meilleurs Paul Auster moi que j'ai lu depuis longtemps. Ah oui, il est exceptionnel. Ah bah alors je le prends avec moi ce week-end. J'ai dit que c'était pas bien, mais c'est quand même dans les très. Ce qui est extraordinaire en plus dans celui-là, il a toujours, c'est vrai, comme disait Isabelle tout à l'heure, il a toujours raconté des histoires dans l'histoire, mais là c'est une vraie réflexion sur l'imaginaire, de l'écrivain. Et il part d'une hypothèse moi qui m'a ravi, c'est que il part d'un type que j'adore, moi qui est un des modèles intellectuels du 16e et 17e, qui s'appelle Giordano Bruno, un type qui a quand même été se faire brûler sur l'échafaud plutôt que de renier ses idées, et qui avait inventé avant tout le monde la relativité, les recherches sur l'atome. Enfin, c'était un type extraordinaire. Par ailleurs, il était un peu alchimiste, il était un petit peu sorcier, mais c'était un type absolument extraordinaire. Et il avait inventé un truc, c'est la multiplicité des mondes. Et lui, il part de cette hypothèse-là. Voilà, il y a une multiplicité des mondes, et il suffit que quelqu'un rêve un monde pour que ce monde se réalise. Là, le vieux, dans sa chaise roulante, la nuit, quand il se raconte des histoires, réellement l'histoire se passe. Et il la dirige comme il veut. Et c'est extraordinaire parce que l'histoire qui se passe en Amérique, les Twins ne sont pas tombés, Bush est bien président, et il y a une guerre civile. Et c'est ça qu'il se raconte la nuit pour oublier les malheurs avec sa femme, les malheurs qu'il vient de perdre, les malheurs dans sa vie, etc., etc. Mais c'est bouleversant, c'est d'une émotion extraordinaire. Et surtout, alors quand il revient sur sa vie à la fin, le passage cinéma dont parlait Isabelle tout à l'heure aussi, est une maîtrise formidable. Relisez uniquement ce passage-là et vous verrez déjà tous les films que vous avez adorés, comment il vous les raconte. C'est extraordinaire. Paul Auster, Seul dans le noir, c'est chez Actes Sud, c'est le dernier Paul Auster. Moi, j'en ai lu quelques-uns à chaque fois, c'est vrai que j'ai aimé ça. Alors, si vous me dites que celui-ci est... Oh oui, mais il est mieux que les derniers qui étaient quand même, moi je trouve, un peu âpre et un peu sombre. Alors je le prends avec moi pour ce week-end et je vous propose non pas un nommé
aux victoires de la musique, mais le papa d'un nommé, puisque demain Arthur H est nommé pour les victoires de la musique, et moi je vous propose Jacques Higelin avec Tombé du ciel, c'est le père. Europe 1, on va se gêner. Ciné. Motro. Pampan. Bonjour Monique Pantel. Bonjour, est-ce qu'on peut mourir d'amour? Ah, je l'ignore, mais vous allez peut-être me donner la réponse. Oui. Grand Torino est un si grand, si fort, si poignant, si drôle, si vrai, si généreux, que mon cœur va craquer d'amour et de vanité, parce que c'est un film européen et parce que c'est sublime. Oui, c'est vrai. C'est vrai? Pour une fois, je suis d'accord avec Monique. C'est Un vrai film que c'est un film européen. extraordinaire. Alors, ça tombe bien parce que parfois vous assassinez les films choisis par la maison. Ouais, ça nous fout dans la merde après, donc. Et donc... Si vous saviez, mon cœur, il bat si vite. Vous avez pas les fourmis dans les jambes? Il est bête, celui-là. Alors, quand même, un mot sur ce film de Clint Eastwood, un mot supplémentaire. Clint Eastwood qu'on a entendu interviewé par Marc-Olivier Fogiel cette semaine. Alors, c'est un bon Clint Eastwood, donc. C'est pas un bon, c'est son meilleur et c'est un chef-d'œuvre. Vétéran de la guerre de Corée, comme vous le savez tous, dans sa petite maison de banlieue, le grand Clint râle tout le temps contre tout, le temps, sa famille et ses voisins, des Hombes, qui viennent des Asiatiques réfugiés aux États-Unis, contre la vie, contre tout le monde, il râle tout le temps. Il est intolérant et quand même il est marrant. Moi, il m'a fait rire. Son grand amour à lui, c'est sa Grand Torino, une voiture de collection de chez Ford. Et le destin change tout, heureusement. Quand un petit voisin homme de cette ethnie va lui voler son trésor, il s'aperçoit que les autres existent, les Hong, durement. Il va les protéger parce qu'une bande de salauds leur fait la loi et veut les tuer tous. C'est un film généreux et régénérateur, optimiste. C'est sensationnel. On ne peut pas résister. Elle est emballée et en plus j'ai l'impression qu'Isabelle Motro est d'accord. Oui, c'est emballant parce qu'on en retrouve tout Clint Eastwood, c'est-à-dire Il a son poncho ou pas? Non, c'est la seule chose qui manque. Non, mais on retrouve le côté Dirty Harry, tout ce qu'il a pu interpréter avec bonheur pendant toute sa carrière se retrouve un peu dans ce personnage-là et tous les meilleurs, les meilleurs côtés de ce qu'il a fait ça marche. dans toute sa carrière. Alors ça marche très bien, c'est un des gros démarrages de la semaine et des dernières semaines. Hein. Gran Torino avec Clint Eastwood, réalisé par Clint Eastwood. Il y a beaucoup de bons films quand même au cinéma en ce moment, j'ai l'impression. Il y a l'embarras du choix dans les salles. Bel Ami, le nouveau Claude Chabrol, cette fois avec Gérard Depardieu. C'est la première fois que Depardieu tourne sous la direction de Chabrol. On en a beaucoup parlé dans la semaine. Il y a aussi à l'affiche Clovis Cornillac, Jacques Gamblin, Marie Bunel, Vaina Giocante. Est-ce que c'est un bon Chabrol? Eh ben, si les fruits tenaient les promesses des fleurs, ce serait un film formidable. Aïe. Notre GG, il est très gros, mais le scénario est si mince que même avec son grand talent, il n'arrive pas à lui donner vie. C'est vraiment triste. C'est du mauvais Chabrol, ils ont dû se marrer pendant le tournage, ils ont dû boire et manger et rire, mais les spectateurs, ils rigolent pas. Il y a un moment, hein, quand même, faut dire qu'il n'y a pas eu un bon Chabrol, pour dire la vérité. Oui, c'est vrai, c'est dommage parce qu'il y a vraiment plein d'ingrédients on regrette que la mayonnaise prend pas, comme on dit, mais alors là, pour le coup, c'est ça, c'est-à-dire Cornillac est vraiment bien aussi, il y a pas que Depardieu, Marie Bunel, elle est formidable, il y a des situations qui sont bien et ça part d'un fait divers, alors complètement extraordinaire, qui est un fait divers réel, hein. Et puis, voilà, c'est vrai qu'il y a pas mal de scènes où ça se délite. Les gens y vont quand même? Alors, les gens y vont quand même, c'est un bon démarrage. Il a raison de continuer. Non, parce que c'est quand même un démarrage correct, mais c'est pas les démarrages qu'avait fait La Fille coupée en deux ou L'ivresse du pouvoir, qui avaient quand même été plus appréciés, quoi. Cyprien, le film avec Elie Semoun, Catherine Deneuve, Vincent Dezania, Léa Drucker, un film réalisé par David Charon, un film qui part au départ, évidemment, de l'idée du Cyprien des petites annonces d'Elie Semoun, mais qui est loin, évidemment, des DVD et des petites annonces qu'on connaît. Monique. Eh ben, il est aussi sympa que balourd, Cyprien. C'est Elie Semoun. Il est moche parce qu'il a mis des lunettes. Il est idiot. Il fait que dire des âneries. Il se trompe tout le temps. Et surtout, il est vierge à 35 ans. Ce qui est gênant, dur à assumer dans un magazine de mode où il travaille et qui est plein de filles sublimes. Il est puceau, quoi. Il est puceau. Eh ben oui. Mais d'un coup, grâce à un déodorant de son invention, il va devenir sexy, ça vole pas haut. Mais il y a Léa Drucker, c'est une actrice que j'adore et qui est de plus en plus formidable. Bon, mais est-ce que vous avez aimé le film? Est-ce que ça vous a fait rire? C'est ça la question. Un peu.
un peu. Isabelle Motro. Ça marche, c'est la 3e sortie de la semaine au box-office, donc ça marchote, on va dire, mais avec l'effet des vacances Ça scolaires, devrait marcher parce que c'est quand même fait pour les grands ados. C'est un film. C'est ça, moi je l'ai vu. C'est pour les enfants de 12 ans, quoi. Voilà, c'est fou. Non, mais les petits ados, alors. Voilà, faut. Petits ados. Moi, j'ai passé l'âge, moi, mais. Non, il y a un vrai problème. Faudrait dire à Elise Moon, quand même. Faut le dire, on m'a raconté ça cette semaine. J'avais pas pensé, moi, quand j'ai vu le film. Mais c'est-à-dire qu'Elise Moon n'a pas réalisé, puisqu'il joue en fait un double rôle dans ce film. Oui. Il met des lunettes, des trucs pour être moche, voilà. Et puis d'un seul coup, il prend un spray. Et il devient beau. Mais pour devenir beau, il fallait prendre quelqu'un d'autre. C'est Elise Moon, quoi. Et si vous voulez, vous pensez qu'il aurait fallu faire jouer le rôle par un autre acteur? Oui, c'est-à-dire que là, ça marche plus, quoi, parce que je vois pas trop la différence entre les deux, moi. Oh non, oh là là, vous pouvez pas dire ça. Il y en a un qui est très moche et l'autre qui est. Non mais sérieusement, voilà, franchement, il y en a un qui est bien habillé après. Faut quand même avoir un ego assez fort pour imaginer qu'on puisse jouer un beau mec d'un seul coup quand on. Non, mais c'est pas vrai parce que par exemple, c'est comme Dr. Jekyll et Mr. Love, vous vous souvenez de ce. Jerry Lewis, c'était un beau mec au départ. C'est comme si Michala qui met une paire de lunettes et quand il l'enlève, c'est l'incroyable Hulk, tu vois, c'est ridicule, quoi. Personne n'y croit. Non mais c'est vrai, c'est un vrai problème. Il est pas beaucoup plus beau que. Il est comme, attends, tu peux pas comparer, enfin, c'est pas possible. C'est comme si Fabrice Eboué, d'un seul coup, grâce à une bombe, devenait. Une bombe. Un déodorant, je veux dire. Un terroriste. Devenait distingué. Voilà. Il est très très distingué. Un autre film, Miss Pettigrew. Donc Frances McDormand, elle est géniale dans les bons films. Ouais. Et là, elle devient gouvernante d'une jeune et jolie idiote qui s'amuse bien en Angleterre en 39, juste avant la guerre. Bon, c'est pas du tout intéressant, ce sont les spectateurs qui font la tronche. C'est une Hollywoodanerie, mais je vois pas pourquoi on l'a sortie. Hein. C'est pas mal ça, une Hollywoodanerie, je connaissais pas encore. C'est très joli. Hein. Et vous alors, Isabelle? Oui, c'est une Hollywoodanerie, effectivement. C'est vrai que, et puis Frances Dorman, on se demande, c'est la légérie des frères Cohen, hein. On se demande un peu ce qu'elle fait là. C'est très étrange ce film. C'est pas intéressant, ça raconte rien de drôle. Il y a juste les décors sont très recherchés et tout. Excusez-moi, mais par contre en interne, nous on a un petit problème parce que vous êtes d'accord sur tous les films. Oui, c'est la première fois que ça arrive. Ouais, voilà quoi. Tu vois, à un moment donné, là, moi je suis un peu déstabilisé. C'est que toi tu n'aimes pas ce qu'elle a aimé et vice versa. Ouais. Cela dit, le titre annonce la couleur. Hein. Moi, ça s'appelle comment, Miss Pettigrew. Déjà, ça donne pas envie. C'est vrai. Alors on retient surtout cette semaine le film de Clint Eastwood avec Clint Eastwood, Gran Torino. Je sais pas comment il faut prononcer. Mais bravo, mais c'est ça qu'il faut dire. Voilà. Bien sûr, les plus jeunes iront voir Cyprien parce qu'ils auront envie de s'amuser avec Elise Moon et Vincent Dezania et Laurent Stocker aussi, comédien de la Comédie Française à l'affiche de ce film, et Catherine Deneuve quand même. Oui, c'est vrai. On se demande ce qu'elle fait là, mais on fait à dire. Dans Cyprien. Elle paye ses impôts, madame. Exactement. C'est vrai qu'il y a Léa Drucker que moi aussi j'aime beaucoup en tant qu'actrice. Et puis moi aussi j'adore Léa Drucker. Et puis quand même le Chabrol. Pour ceux qui aiment très bien en tant que présentateur. Ouais. Je sais pas si vous connaissez, formidable. Le Chabrol pour ceux qui aiment Chabrol avec Gérard Depardieu quand même, bel ami signalons-le. Mais j'ai l'impression que vous n'avez pas beaucoup bossé, Monique, cette semaine. Hein. Mais comment j'étais en vacances? Mais non, mais il y a des tas d'autres films. Parce que vous me dites. J'étais traumatisé, vous l'avez compris quand même. Oui, par Gran Torino. Oui, mais quand même, vous auriez pu me dire un mot, je sais pas moi, de Bouskashi, le chant des steppes. Ah, c'est très bien. Je l'ai entendu vaguement. C'est un très bon chant. Comment ça, tu l'as entendu? Je l'ai pas entendu du tout, on peut mentir quand même aussi. Ah mais Philippe Gueluc le fait mieux que toi, je te le dis tout de suite, parce qu'on n'y a pas cru une seconde. Boy, vous avez pas vu? Heureusement, je ne le faisais pas pour qu'on le croie, patate, je sais pas qui c'est celui-là. Boy A, vous avez pas vu Boy A? Paraît que c'est très bien ça. Cocaine Cowboys. Eh ben non, c'est un documentaire. Tu l'as pas vu? La Grande Vadrouille. C'est quoi Cocaine Cowboys? C'est le titre, c'est un documentaire. Ouais. Très bien. Gloss, vous avez pas vu Gloss? Et non, mais j'aurais dû, parce que j'étais très copine avec Konchalovsky et son frère. Bah oui, voilà, c'est un film d'Andrei Konchalovsky, quand même, c'est quand même dommage de pas l'avoir vu. Excusez-moi. Underworld, Sui, le soulèvement des licans. C'est formidable. Merci. Ça c'est bien ça. Ouais. C'est avec les loups-garous ça. Réalisé par Patrick Tatopoulos. Excellent. Ah, ouais. D'origine grecque. Le mec qui s'échappe en hélicoptère. Le fameux cinéaste. Le mec qui s'échappe en hélicoptère. En 14 km, vous avez pas vu ça? Si. Bah non, à son âge, c'est un peu long. Non. J'ai fait 1 avec kilomètre. sa canne. 1 km 8. J'ai fait 1 kilomètre, moi. Bon, on n'arrivera pas à la faire décrocher du Clint Eastwood, on Vous a avez bien entendu compris. Clint, chez Marc-Olivier Fogiel.
saoudienne. Ouais. Il n'est pas très... Marco lui a demandé alors comment il trouvait l'élection d'Obama, etc. Il était un petit peu tiède là-dessus. Ah, Ça, oui, c'est il a parce que- répliqué, Clint. Ouais, Ah oui, mais c'est franchement... le cowboy, lui. Clint Eastwood était très impressionné de rencontrer Marc-Olivier Fogiel. Oui, c'est ça. Il venait de recevoir sa palme d'or, c'est quand même rare, hein. On décerne peu de palmes d'or en dehors du... Et puis, c'est quand hier matin qu'il y avait Roberto Benigni aussi. Je suis très ému. C'est vrai, on a eu Marc-Olivier Fogiel au téléphone hier. J'ai mis bien 10 minutes dans la voiture pour savoir si c'était Canteloup ou le vrai. C'est vrai. C'était le vrai. C'était le vrai. Il est pire que Eh ben, Canteloup. moi, c'est pareil maintenant avec l'interview d'El Kabash. On est jamais J'ai sûr, l'impression hein. que c'est Canteloup qui l'a fait et ça me fait toujours rire. Allez, on vous embrasse, Monique Pantel, et on retient votre conseil de la semaine, celui d'Isabelle aussi, avant tout, le film de Clint Eastwood, Grand Torino. Merci. Quelques coups de cœur avant de partir. Le Printemps des Poètes du 2 au 15 mars. Panique au ministère. C'est avec Natacha Amal et Amanda Lear au théâtre de la Porte Saint-Martin. Une pièce... Ça, c'est les coups de cœur, ça. Quand on entend Amanda Lear, on comprend pourquoi Natacha a mal. Accroche-toi aux étourneaux. Ça, c'est plus confidentiel. Au théâtre Le Proscenium. C'est dans le 11e arrondissement de Paris. Accroche-toi aux étourneaux. Qu'est-ce que j'ai d'autre en magasin? Le but du jeu, c'est de trouver le théâtre. C'est des bonnes soirées. Au théâtre Sylvia Montfort, ça c'est beaucoup plus connu. Amédée ou comment s'en débarrasser de Jeanne Ionesco, mis en scène par Roger Planchon. Ça c'est quand même un des rois du théâtre. Planchon, Amédée de Ionesco au théâtre Sylvia Montfort. Moi, il y a le Festifam, c'est à Marseille, c'est un festival humoristique et dont j'ai souvent été le parrain. Et il y a que des jeunes femmes comiques qui participent, comme son nom l'indique. Voilà. Je signale aussi les Zola. Alors là, c'est au théâtre de la Huchette. C'est Céline Monsarrat et Michel Papineski qui jouent dans les Zola. Les Zola à la Huchette, 5e arrondissement de Paris. Moi, j'ai rien pour ce week-end. Ah Rien oui pour ce week-end, non. Mais lundi, en revanche, au Déchargeur, Coco Royal, le nouveau groupe belge dont on parle beaucoup. Juste un mot sur les Zola. En fait, ça doit être intéressant parce que c'est la dernière nuit d'Émile Zola en pleine affaire Dreyfus. La nuit où il est asphyxié. Alors j'imagine, ouais, avec sa femme. Voilà, il y a souvent une grande femme derrière un grand homme. On revient à la discussion de tout à l'heure, vous voyez. Et puis ça, je l'ai vu. César, Fanny, Marius, c'est la version Francis Huster, puisqu'il a adapté la trilogie de Pagnol. C'est donc d'après l'œuvre de Marcel Pagnol, avec Jacques Weber, avec Francis Huster, mais aussi Urbain Cancelier, Charlotte Cady, Éric Logérias et bien d'autres. Je dois dire, c'est long. Parce qu'évidemment, mais c'était excellent. Alors, franchement, j'y allais un peu en traînant les pieds, je dois dire. Et j'ai trouvé ça formidable. Weber est un César. Je veux dire, voilà. Il joue avec l'accent. J'ai vu un extrait, c'est étonnant. Alors, ils ont un peu l'accent, mais enfin, ils ne se forcent pas, quoi. C'est-à-dire, c'est excellent. Et alors, comment ça finit, normalement? Ils vont à Lille, je crois. On peut pas le dire. Mais non, mais c'est pas ça, parce que c'est le seul truc qui me manque, c'est à la fin de la pièce, parce que j'ai vu ça hier soir, c'est que j'avais l'impression, parce que moi je me souviens des films évidemment, oui. et je croyais que Marius revenait évidemment avec oui, mais elle le reprend pas. Ah oui, alors ça c'est pas dans la pièce. Il y a la mort de Panis. C'est Panis qui épouse ça Fanny. reste un peu ouvert. Et puis il y a la mort de Panis. Il y a un 2, je crois qu'il y a un 2 de toute façon. Non, ils partent dans la pinette derrière, comme ça on sait pas si ça veut dire qu'ils vont se mettre ensemble ou pas. Écoutez, en tout cas c'est réussi. Voilà, ça permet de réviser l'œuvre de Pagnol, réviser César, Marius, Fanny. Et surtout, allez-y pour Jacques Weber, parce que vraiment, il est... Ah, ça y est, ça me revient. Il se paxe à la fin. Et c'est la prochaine fois que vous irez, Laurent, ne partez pas avant la fin. Parce mais que non, ça, mais non, justement, je pense que Francis Huster a adapté une partie de la trilogie et qu'il n'est pas allé au bout. Non, franchement, allez-y. J'y étais hier soir et je vous dis, j'ai été agréable. Vous me croyez pas, Gueuluc? Mais attendez, alors vous êtes incroyable, vous. Je suis en train de boire vos paroles. Je me dis, tiens, j'ai une soirée que je voudrais passer au théâtre bientôt et emmener mon épouse. Je vais l'y emmener tellement vous m'avez donné envie d'aller voir ce spectacle. C'est au théâtre Antoine, Gueuluc. C'est un très beau nom, c'est le nom de mon fils. Qui joue au Déchargeur lundi soir. Allez, on se retrouve lundi à 16h. Oui, à lundi, c'était Laurent Ruquier et son équipe très en forme aujourd'hui, il faut le dire, avant le week-end. Un petit mot pour rappeler aux auditeurs d'Europe 1 que s'ils veulent assister à On va se gêner, c'est très simple. Je vous rappelle le numéro qu'il vous faut appeler pour cela, c'est le 01 47 23 18 04. 01 47 23 18 04. Retrouvez toute Europe 1 sur europe1.fr.